La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Amel, comment tu vas ? Super, et toi ? Eh ben écoute, en pleine forme. Très content de te recevoir du coup sur le podcast. On va parler de toi tout de suite, mais t'as un profil un peu, j'aime bien sur Tronche de Tech en fait, essayer d'avoir des profils un peu divers. Et donc toi, t'es dans un domaine que je connais pas bien, donc ça va être cool à explorer avec toi. Et je te laisse te présenter en 3 phrases pour qu'on sache un peu ce que tu fais. Voilà, merci de m'avoir invité. Et moi, du coup, je suis Amel Legra, je suis Developer Advocate chez Lady Player Me. Et avant ça, j'étais aussi Developer Advocate chez Unity Technologies, donc le moteur 3D. J'ai aussi travaillé en tant que software ingénieur dans la même boîte. Et avant ça, donc, je faisais mes études à l'école d'ingénierie Mac. Donc, à la base, je suis ingénieur multimédia. Ok. Donc plein de trucs cool. Mes 2 sujets déjà, c'est donc j'ai déjà reçu, je pense, 2 personnes qui étaient dev relation, mais tu peux nous rappeler un petit peu en quoi consiste ton métier. En plus, toi, t'as une particularité, c'est que du coup, tu l'as pas dit en détail, mais ta boîte, t'es dans le jeu vidéo, en fait, c'est ça ? Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier, en quoi ça consiste et puis ce que tu fais ? Ouais. Donc, je veux dire, la façon la plus facile de dire, c'est le travail consiste à faire en sorte que la vie des développeurs est beaucoup plus simple et qu'ils vont faire, par exemple, l'intégration ou l'utilisation du produit de la façon la plus facile et la meilleure possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer du contenu, en général, technique. Donc, des tutos, que ce soit écrits dans des blog posts. Je vais faire des vidéos tutos, des présentations, que ce soit dans des conférences en personne ou bien en ligne. On en avait fait pas mal, justement, pendant la période Covid. Ouais. Et les live streams, éventuellement. Et vu qu'on est en contact direct avec la communauté des développeurs assez souvent, on joue aussi le rôle de feedback vers l'équipe produit. Donc, vu qu'on entend ce qui se passe, on vient vers le produit, il y a ces choses-là à améliorer ou voilà, les gens, ils ont du mal avec ça. Donc, ça permet aussi d'avoir cette continuité d'amélioration du produit. Donc, un peu une boucle de inspirer, educate, feedback et voilà, c'est une boucle. Ok. Et donc ça veut dire que donc ces métiers-là, ils sont liés. Donc c'est un lien entre le développeur et ton produit principalement. Donc tu fais un petit peu un showcase des capacités de ce que vous développez. Ça veut dire que vous avez un produit à destination des développeurs. Tu peux nous parler un peu de ce que vous faites chez Ready Player Me. Attends, Ready Player Me, avant la question, c'est une ref à un livre de SF, non ? C'est ça ? Alors déjà, c'est un peu une rêve au film que les gens ils ont regardé, Ready Player One. Donc déjà des fois on va dans des conférences, il y a des gens qui sont j'aime bien votre film. En fait nous c'est pas le film. Du coup c'est assez drôle parce qu'il y a eu un peu la confusion, mais c'est un peu dans la même vision justement. Donc pour parler un petit peu de Ready Player Me, c'est un peu une plateforme donc pour la création et la customisation ou en français la personnalisation des avatars et personnages dans le jeu vidéo. Et on a 2 parties différentes, on va dire. Il y a la partie développeur et la partie consumer, donc qui est directement au joueur. Moi, je suis plus focalisée sur la partie développeur. Et donc, l'idée, c'est, si on parle des jeux un peu connus comme les Sims, c'est un très bon exemple parce que tout le monde connaît un peu la customisation. Moi, personnellement, je passe des heures à créer mon Sim, toute la famille Et donc, plutôt que reconstruire ce genre de système de customisation de zéro, nous, on offre en fait des SDK, que ce soit sur Unity, sur Unreal ou tous les web stacks, où tu peux justement réutiliser notre système. Et bien évidemment, tu peux changer l'UI en fonction du style graphique de ton jeu. Mais voilà, tu profites un peu de l'avantage d'avoir tout qui est fait, les assets, graphiques, etc. Avec la version actuelle, on a un seul style, mais avec la nouvelle version de Ready Player Me, on a aussi d'autres templates et les gens, ils peuvent aussi uploader leur propre style graphique, donc de personnages. Donc moi qui connais pas du tout, donc j'essaie de dire avec mes mots, tu me dis si je me trompe ou pas, mais concrètement, j'imagine Ready Player Me comme une plateforme où tu fais ton design par exemple d'un personnage ou d'un objet qu'on veut retrouver dans le jeu, donc tu vas le peaufiner pour qu'il soit hyper beau, etc. Et après, à partir de ça, donc t'as parlé de Unity et Unreal, c'est des moteurs pour faire ces jeux vidéo en fait, c'est ça ? Oui. Et donc toi, tu peux exporter
donc ce que tu dis, les assets, en fait, tu peux exporter ton personnage ou ton objet sur les deux plateformes facilement, c'est ça? Voire plus que ça. En gros, en fait, que ce soit quand tu es sur une expérience web qui est dans le site où tu fais de la customisation ou même dans le moteur, ça prend en fait les informations, on va dire, de Ready Player Me tout le temps. Donc c'est des API en fait, des API calls. Et du coup, tu peux reconstruire entre guillemets le système de customisation dans ton propre jeu. Donc c'est pas juste tu customises un personnage et tu le ramènes, tu peux aussi mettre toute l'expérience de customisation pour que la personne qui joue puisse customiser directement. Ah oui, donc c'est beaucoup plus puissant que juste faire un personnage et réutiliser. C'est vraiment d'accord. Ok, donc c'est un système un petit peu générique. C'est comme si tu faisais du design as a service en fait. Et que tu mets directement dans les plateformes. Donc un jeu qui va donc ça veut dire que est-ce qu'il y a des gens qui développent un jeu à la fois sur Unity et sur Unreal, le même jeu? En général, ils vont utiliser un seul moteur. Mais on utilise deux. Mais après, ça dépend. Peut-être des fois, ils vont commencer un jeu sur Unreal, ils vont décider d'aller sur mobile et que ça marche pas très très bien avec Unreal, ils vont reconstruire une version mobile potentiellement sur Unity. Donc, mais en général, ils vont plus ou moins aller sur la même version. Ou même des fois, ils construisent avec leur propre moteur en interne, des grosses boîtes qui ont leur moteur et ils vont faire peut-être la version mobile avec Unity par exemple. Donc ça, c'est concrètement sur la partie développeur, mais après il y a l'axe aussi consumer, donc on peut créer des avatars ou des personnages pour le jeu. Et en fait, une des missions entre guillemets qu'on a dans Ready Player Me, c'est un peu casser les ponts entre les expériences virtuelles, de se dire si aujourd'hui moi je joue à un jeu, j'ai acheté des skins, j'ai débloqué quelque chose, j'ai envie de ramener ça dans d'autres expériences également. Donc là, on a lancé récemment une plateforme donc Web3 où tu peux jouer dans plusieurs jeux, tu peux débloquer des assets ou des outfits, etc. et les utiliser d'une expérience à une autre. Donc aussi pour prouver ce concept d'interopérabilité entre les jeux, donc cross games, pouvoir vraiment ne pas juste construire une seule chose pour une seule fois, mais sur plusieurs jeux. Donc un exemple concret, on pourrait imaginer que tu joues aux Sims. T'as ton personnage que t'as customisé, voilà, je dis n'importe quoi, mais bref, il est, on va dire un Sims avec une armure, quoi. Oui. Et tu peux l'amener dans un jeu, je sais pas, dans League of Legends ou dans un autre jeu, tu peux tout d'un coup l'importer, c'est le même design, en fait. Oui. Après, bien évidemment, nous, on laisse la liberté aux développeurs. Des fois, on a des studios qui veulent juste avoir un style unique dans leur jeu, qui veulent pas forcément avoir cette cross-game feature. Et donc, ça, c'est tout à fait faisable aussi. Mais il y a aussi cette vision surtout entre les mini-jeux, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Et éventuellement, peut-être pourquoi pas dans des jeux un peu plus grands. Ça va être cool à voir en tout cas. Mais parce que du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que les deux, mettons que tu as deux jeux complètement différents, j'imagine que les Sims et League of Legends, ça n'a rien à voir en termes de studio de production. Oui. Il faudrait que tous les deux disent, on utilise derrière en back-end, en fait, en support, ce que fait Ready Player Me, et on autorise la cross-utilisation de l'asset, en fait. Ouais. Et en général, on a remarqué surtout dans des fois un même studio qui fait plusieurs jeux, ils aiment bien en fait avoir du coup le même système de customisation et comme ça ils peuvent changer bien évidemment le graphique en fonction du style. Mais nous justement une des fonctionnalités sur la nouvelle génération de Ready Player Me, c'est que on peut adapter automatiquement les vêtements d'un personnage à un autre. Donc t'as peut-être un petit bonhomme et puis un autre qui est un peu plus grand. On va adapter automatiquement pour que ça s'adapte. En fait. Voilà. Ouais, ok. Donc en fait, t'as un espèce de truc global. Et on va dire n'importe quoi. Il a une armure bleue. Et en fait, l'armure bleue, elle va rester bleue, mais elle aura pas le même style dans les Sims que dans League of Legends parce qu'il y a le style du jeu qui vient se mettre par-dessus. Ouais, et le style de personnage aussi, ouais. De personnage, voilà. Ok. Excellent. Attends, Est-ce que je pose la question comme ça parce que ça me fait penser à ça, mais est-ce que vous utilisez ou vous avez en projet d'utiliser de la blockchain dans ce monde-là, en fait? En fait, il y a un peu le côté, entre guillemets, NFT, tout ça. Donc, on a lancé un petit peu sur la nouvelle plateforme qui s'appelle justement Player Zero. Donc, justement, cette vision on ouvre donc des packages. Par exemple, tu peux avoir une limite de 5 packs et tu peux pas voir. C'est un peu comme les cartes Pokémon. C'est un nouveau concept, ça, on l'a lancé littéralement cette semaine. Et donc, tu peux justement mint 5 cartes et après, dans le jeu, tu vas pouvoir les débloquer, par exemple, 48 heures après. Il y a des gens qui vont avoir une veste, par exemple, assez rare. Ça commence à avoir un écosystème de trade. Donc, des gens qui veulent revendre leurs trucs, qui veulent acheter. Genre, moi, j'ai 3 t-shirts du même type, je vais vendre ça et échanger ou bien, tu vois, donc ce concept de collectionner.
Et ça a l'air de bien marcher justement parce que les gens ils sont vraiment très très contents d'avoir ce côté surprise déjà. Ouais. Tu as un deck de cartes, tu sais pas ce que tu vas avoir, est-ce que je vais avoir je sais pas des ailes qui sont rares que je vais pouvoir utiliser dans le jeu. Donc surtout sur la partie consommateur, oui, c'est un peu il y a ça aussi dans la vision. Moi, je suis plus dans la partie dev. Donc je suis bien évidemment parce que je suis dans la boîte, mais je travaille pas directement par exemple sur cette partie-là. Ouais. Oui, je demandais ça effectivement parce que j'avais la notion de donc NFT derrière. Donc pour les gens qui connaissent pas, c'est non-fungible token. C'est une application de la blockchain où en fait tu as, alors je vais dire des bêtises, mais des objets uniques. En fait, c'est comme si tu pouvais dire, tu dématérialises. Enfin, ça s'applique typiquement au gaming parce que déjà dans le gaming, tu as des jeux où tu achètes des objets, tu achètes des pouvoirs, etc. Et en fait, le problème entre guillemets, c'est que quand tu achètes dans un jeu, tu achètes que dans le jeu. Ça n'existe que dans le jeu. Donc cet élément n'a de valeur que dans le jeu, et je crois qu'il y avait des projets à un moment de dire la blockchain et les NFT là-dessus, ça va permettre d'avoir des choses qui sont indépendantes du jeu, c'est-à-dire que si le jeu s'arrête ou n'importe quoi, en fait toi tu sais que tu as le NFT qui dit j'ai une super épée par exemple, et cette super épée, un autre jeu pourrait décider de l'utiliser en disant moi je vais utiliser toutes les données de la blockchain, que les trucs que tu as gagnés sur League of Legends, je connais pas beaucoup de jeux récents, c'est pour ça que je suis là, tu vois, tu le réutilises dans un autre jeu parce que l'autre jeu a décidé de utiliser ce que tu avais gagné dans ce jeu-là. Tu vois, on pourrait faire ce genre de choses, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça, j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, on est un peu même surpris de voir comment les gens, ils aiment beaucoup, justement, le côté un peu NFT avec le Deep Learning. Mais je pense, c'est parce que il y a une utilité, justement. Tu peux vraiment voir concrètement, genre là, t'as débloqué un truc il y a 2 jours. Ouais. C'est bon, tu vas le voir. Tu peux commencer à équiper, donc, l'épée, comme tu disais, ou n'importe quel accessoire, ou éventuellement des cosmetics directement dans le jeu. Donc, ça pas juste cette utilité. Ah, j'ai cet NFT, je sais pas trop quoi faire avec. Moi-même, personnellement, je m'y connais vraiment pas du tout dans le domaine de l'NFT. Je commence à apprendre un peu avec le Deep Learning. Mais justement, c'est le côté utilité qui me dit mais c'est marrant en fait, j'aime bien ce concept au final. Ok. Et juste, on a même pas expliqué ce que c'était Ready Player One pour les gens qui l'ont pas vu. Tu l'as vu toi le film, tu t'en rappelles? Je l'ai vu il y a longtemps en tout cas quand il est sorti, mais oui, c'était. C'est l'histoire d'un gamin c'est l'histoire d'un monde un peu post-apocalyptique où ils passent leur temps à vivre dans un jeu vidéo. En fait, ils mettent un casque de réalité virtuelle et je sais plus ce que c'est. En fait, c'est toute une chasse au trésor. En fait, oui, exactement. C'est hyper rigolo. Enfin, moi, j'aime bien les escape games et tout. Tu vois, je l'avais trouvé hyper cool, quoi. Ouais, du coup, c'était un peu une inspiration. Et d'ailleurs, le Deep Learning, c'est utilisé dans plusieurs jeux VR. Justement, c'est la semaine prochaine, je crois, le nouveau Just Dance de Ubisoft en VR. Ils utilisent le Deep Learning, du coup, voilà. Vous pouvez le voir la semaine prochaine déjà à la Paris Games Week, mais il sort déjà aussi donc le jeu. Et ça, c'est cool parce que pour nous aussi, c'est important. Un gros studio comme Ubisoft qui utilise du coup le Deep Learning, c'est vraiment cool de voir ça. Donc, ils ont une partie dans le jeu qui s'appelle Dance City, où c'est un peu côté social, donc c'est pas forcément que pour danser, où tu peux rencontrer donc ou rejoindre avec tes amis, et donc ça rajoute un peu le côté social. Et j'ai l'impression VR et social, ça va bien ensemble en général, et les gens ils utilisent le Deep Learning pour ça. Et donc ça marche aussi bien avec des SDK assez connus comme Meta Movement. Donc là aussi on a collaboré avec Meta pour créer donc les SDK qui marchent pour les deux. Meta Movement, c'est un truc de VR de Meta, donc de Facebook. Oui, exactement. Du coup, tu peux utiliser leur système d'avatar ou bien notre système d'avatar aussi. Voilà. D'accord, ok. Vous êtes en concurrence avec Meta Movement ou on a collaboré avec Meta Movement. On est peut-être un peu en concurrence avec les Meta Avatars, mais pas vraiment parce que nous, on offre quand même un style un peu différent. Okay. Mais le Movement, du coup, tu peux l'utiliser avec que ce soit leur Meta Avatar interne, on va dire, ou bien avec d'autres systèmes comme le Deep Learning. Et c'est eux aussi qui voulaient travailler avec nous parce qu'ils ont dit il y a beaucoup de gens qui aiment bien utiliser le Meta Movement SDK avec nos avatars. Donc c'était une collaboration entre nous et l'équipe de Meta ensemble, et on a créé un nouveau SDK que tu peux installer en plus des SDK de Meta et le Deep Learning, qui fait le travail pour toi pour que ce soit beaucoup plus facile, parce qu'avant il fallait faire beaucoup de setup manuellement. D'accord. Donc là c'est beaucoup plus facile. Et tu disais un peu ils aiment bien notre design, c'est-à-dire qu'en fait dans ce que vous fournissez, donc il y a toute la partie technique, les tuyaux qu'il faut connecter, les SDK. Mais il y a aussi une partie vos designs à vous. En fait, vous avez des gens qui font des designs originaux de je ne sais pas quoi, d'une épée, d'une armure, d'un Pokémon, n'importe quoi. Ouais, tout à fait. En fait, pour le personnage en soi, sur la version actuelle que tu trouves par exemple sur le site de Lady Play Me, on a un seul style.
Et les gens, ils aiment bien. On a eu plus que 25 000 développeurs qui utilisaient le Deeply Enemy, mais on entend souvent beaucoup de gens qui nous disent on aime bien avoir un système de customisation dans le jeu, mais notre style graphique est différent du style graphique de l'avatar ou du personnage que vous créez. Donc, comment on va faire? C'est là où on a dit, OK, peut-être il est au moment de rajouter, entre guillemets, d'autres templates. Donc là, t'as pas que le style un peu cartoon. On est en train de travailler sur ajouter plusieurs, et pour l'instant, on a commencé déjà à voir ce qu'on a appelé la nouvelle génération de Deeply Enemy. Mais aussi, des fois, on entend des gens dire, en fait, on a notre propre personnage qui est unique à notre jeu. On aimerait bien pouvoir l'uploader et utiliser votre librairie de assets. Donc, c'est pour ça, on a rajouté l'option de, OK, t'as créé, je sais pas moi, un personnage Zelda ou Mario ou quelque chose comme ça, tu peux l'uploader. Et nous, on va pouvoir te donner accès à toute la librairie qui contient, que ce soit des cheveux, des barbes, des lunettes, des vêtements, pantalons, etc., des chaussures. Et donc, l'idée, c'est comme ça, t'as pas, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps, de ressources. Et ça coûte du coup beaucoup d'argent d'avoir toute une partie artistique dans la boîte qui va travailler à créer ces assets et à enrichir la librairie à faire à mesure. Donc nous, en fait, on donne ça du coup pour que ça soit utilisé par plusieurs studios en même temps, mais aussi tu peux uploader au-delà du personnage lui-même, tu peux aussi uploader des cosmétiques spécifiques. Ouais, okay. Et tu peux les customiser avec des outils en IA qu'on a. Par exemple, tu peux générer des textures avec l'intelligence artificielle, avoir une texture qui est spécifique à un prompt que tu tapes. Donc tout un set d'outils, on va dire. Oh, cool. Et une question que je me pose, parce qu'il y a quand même une question vachement de compatibilité, c'est-à-dire quand tu fais une paire de lunettes, en fonction de si ton personnage il est petit, il est grand, il a une grosse tête, une petite tête et tout machin. Enfin, je veux dire, il y a des histoires comme ça d'adaptation. Ça, c'est pareil, c'est géré automatiquement. Ou est-ce qu'il faut faire 25 paires de lunettes, ou est-ce qu'en fait une paire de lunettes elle s'adapte toute seule? Ouais, c'est exactement ça. Enfin, c'est exactement une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens vont utiliser le Deeply Enemy, c'est que ça se fait automatiquement. On appelle ça le morph feature, et donc ça utilise ce qu'on appelle un cage mesh, et donc ça va générer comme une cage en fait autour de la mèche, et après ça va s'adapter en fait en fonction de la taille, de la morphologie. Ça va reconnaître donc automatiquement, là c'est les épaules, là ça va, donc le t-shirt il va être un peu étroit là, mais si c'est un orc par exemple, ou une créature un peu grande, bizarre, là on va faire en sorte que ça soit un peu plus grand. Donc ça détecte ça automatiquement. Ok. Parce que ce que tu appelles le cage mesh, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu, c'est ces textures là souvent un peu vertes où en fait tu vois c'est plein de, enfin, tu vois une forme et tu vois plein de traits dans tous les sens, un quadrillage en fait, qui te permet d'avoir toute la 3D et les formes exactes. Et en plus, tu as de l'intelligence de dire ça c'est le nez, ça c'est les épaules, ça c'est les bras, ça c'est les oreilles. Et si tu fais la même chose sur ton asset, donc sur ta paire de lunettes, t'arrives j'imagine, à adapter les points de contact et ce genre de choses, quoi. C'est ça? Ouais, exactement. Donc c'est un peu, et du coup on a une équipe aussi de R&D interne, donc de recherche, qui font constamment donc des recherches là-dessus sur des features comme ça, ou par exemple la génération de textures avec les prompts. Ça aussi c'est assez populaire, et c'est quelque chose qui travaille dessus du coup pour améliorer. On a même rajouté des par exemple des nœuds. En fait c'est un système de nœuds où tu peux connecter des nœuds simplement pour avoir donc des textures, et on s'est dit il y a des artistes qui aiment pas utiliser les textes prompts, et donc ils veulent bien aussi pouvoir dessiner. Donc on fait un truc qui s'appelle un style transfer, où tu peux donc donner des images en input, et en fonction de ça, tu prends donc l'asset, et en fonction du style graphique que l'artiste il a dessiné, on va générer la texture donc de cet asset là, qui est inspiré par le style graphique que tu as mis en input. Donc quand tu dis quelqu'un qui dessine, est-ce que c'est un dessin qui est fait sur ordi et c'est un dessin 3D, ou est-ce que c'est des images 2D et à partir de là tu reconstruis un truc 3D? C'est des images 2D ou les UV maps en général quand tu unwrap par exemple un objet en 3D, tu peux redessiner aussi sur ça, et tu peux l'utiliser automatiquement. Pour l'instant, en fait, on travaille surtout. Donc, en fait, les assets sont en 3D, mais les textures, c'est bien évidemment en 2D. Et c'est plus donc pour tout ce qui est création des outfits et les personnages. Donc, on n'a pas, par exemple, pour l'instant en tout cas, on peut pas construire un mur ou ce genre de objet 3D. Donc là, c'est plus spécifique aux créations de personnages. D'accord, ok, parce que en fait, si tu veux faire des objets, si tu veux faire dessiner des mondes, des choses comme ça demande des choses spécifiques en fait qu'aujourd'hui vous faites pas. Vous êtes vraiment, il y a vraiment besoin de développer une logique en fonction du type d'assets que vous créez en fait. Ouais, là, oui justement, et surtout pour l'instant on est
plus focalisé donc sur l'axe personnage qui est un peu le cœur, on va dire, du produit. Mais il y a aussi des solutions qui font maintenant des recherches sur la génération de mèches donc en 3D. Ouais. On suit aussi de près ça parce que c'est cool de voir comment ça évolue et ça peut être bien en fait que ça se retrouve à un moment. Ok, eux ils font des environnements, nous on fait personnages, voilà, together. Quand tu dis génération de mesh, c'est spécifique aux environnements, ce terme? Quand je dis environnement, je dis, par exemple, une map Counter-Strike, ou j'en sais, enfin, un monde, quoi, qui n'est pas un personnage qui va se déplacer. Ouais, voilà, par exemple, si tu vas dire, j'ai une table dans la scène et j'ai des chaises, voilà, et donc tu vas pouvoir peut-être écrire un prompt, créer une chaise. Pour l'instant, nous, c'est pas quelque chose en tout cas, qu'on travaille dessus parce que c'est pas trop axé sur les personnages, mais je sais qu'il y a potentiellement des solutions qui cherchent à créer cette génération, on va dire, de mesh automatique. Ouais. Le seul problème, je pense que c'est l'optimisation, surtout que quand on crée un mesh pour un jeu vidéo, c'est pas pareil que quand on crée pour un film, par exemple. Le nombre de polygones, etc. Donc, niveau optimisation, il faut que ça soit ce qu'on appelle game ready asset. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile, en fait. Des fois, on peut regarder des choses qui sont visuellement jolies, mais après, tu vois, il a, je sais pas moi, 60 000 triangles pour une chaise. Voilà, c'est pas très optimal pour un jeu, surtout si c'est un jeu mobile, par exemple. Donc, je pense que c'est surtout ça que la recherche est en train, en tout cas, d'évoluer et espérons qu'on va avoir un truc. La différence entre le film et le jeu, c'est que aujourd'hui sur les jeux, c'est des jeux où tu peux faire tout ce que tu veux. Donc en réalité, tu ne sais pas tu sais pas tout à fait ce que le joueur va faire avec ta chaise, en gros. Et tu sais pas sous quel angle il va la voir, tu sais pas tout ça. Alors que dans un film, normalement, tu maîtrises, tu peux designer que le devant de la chaise si tu as envie. Ouais. Et exactement, genre aussi, en général, c'est des pré-rendus, donc tu vas faire le rendu à l'avance quand c'est un film, et donc ça dépend de ta machine, tu peux laisser l'ordi toute la nuit en train de générer une scène, etc. Alors que sur un jeu, c'est temps réel, donc vraiment, tout doit être real-time. Et en tout cas, je parle surtout de la partie gameplay. Des fois, il y a la partie cinématique aussi, où ils font un pré-rendu de la partie cutscene. Mais en général, tout ce qui est real time, donc il faut vraiment que ça soit optimisé, notamment si c'est sur Switch ou mobile. Donc ça dépend de la plateforme. Oui, parce que donc le rendu, je sais pas si tout le monde comprend ce terme-là, mais c'est l'idée, c'est que toi, t'as la logique quelque part, t'as des textures, t'as des choses, et tu dois afficher en temps réel avec les mouvements et les actions du joueur l'écran en fait, ce qu'il voit. Donc c'est ça le rendu. Et du coup, ce que tu disais, c'est qu'en fonction de la plateforme, en plus, j'imagine, t'as pas la même puissance. Ce qui fait qu'il faut adapter peut-être tes algos, ou c'est juste que le truc est dégradé. Ouais, en fait, il faut adapter, par exemple, un système très basique qui est connu pour les meshs, ce qu'on appelle un LOD, donc Level of Detail. C'est en fonction de la position de la caméra. Donc, si t'es proche, ça va générer une version un peu qui a plus de polygones ou qui a une texture bien détaillée. Si t'es de loin, on s'en fout un peu, on va pas mettre la plus détaillée des textures, ce genre de choses. Donc il y a tout le temps des optimisations à faire en fonction aussi, évidemment, de plateforme, mais voilà. Enfin, en général, on cherche pas à optimiser quelque chose qui fonctionne bien, mais on va vite s'en rendre compte qu'il y a des problèmes et on commence à. Donc il y a des outils aussi. Donc par exemple dans Unity, il y a ce qu'on appelle le profiler où tu peux vraiment voir exactement là quelle action que le joueur il fait. Il y a un pic peut-être il faut optimiser par exemple cet algorithme-là, ou ce script-là, ou cette partie de rendu où il y a plusieurs lumières qui sont dynamiques. Il faut peut-être faire en sorte que les parties soient pré-rendered ou baked ou pré-calculées, etc. Donc ouais. Après optimiser, c'est très très général comme mot dans les jeux. En général, ça dépend des exemples très très spécifiques, mais oui. Et du coup, comment se compose une équipe en fait chez toi? Enfin, je veux dire, quel type de profil vous avez? C'est quoi les métiers qu'il y a dans une boîte en fait qui travaille dans le jeu vidéo? Alors, moi, je travaille actuellement dans une boîte qui est plus un produit qui est utilisé dans des jeux. Mais même par exemple dans Unity, on a travaillé dans une équipe de production interne où on a essayé de créer un niveau de jeu, par exemple. Ça ressemblait vachement à un studio. On était une 40aine de personnes donc sur ce projet-là. Donc, on était bien évidemment des développeurs qui peuvent des fois être un peu plus spécialisés. Donc, ça peut être un développeur gameplay, un développeur des outils, un développeur par exemple, des différents éléments, on va dire, dans un jeu. Ouais. Ça dépend exactement. UI, par exemple, construire tout ce qui est les menus, etc. Donc, il y a une personne qui fait cette intégration-là. Après, sur le côté graphique, tu vas avoir une personne qui va faire potentiellement la modélisation et la texture d'un modèle 3D. Tu vas avoir en général un animateur qui va faire le rigging, le skinning et l'animation. Donc, il va s'assurer que le personnage que la première personne elle a créé au modèle soit capable justement de bouger, etc.
et une personne qui va faire éventuellement l'intégration. Des fois, c'est le développeur qui va prendre des modèles, qui va les intégrer, qui va faire un peu la même, donc le rôle pour les deux. UI aussi, donc une personne qui va faire UI UX design pour faire en sorte que le menu, tous les boutons soient là, surtout dans les jeux un peu AAA où on voit des menus beaucoup plus avancés avec des détails, etc., où tu peux remap les boutons du clavier, etc., dire ok, tel bouton fait tel truc. Et ça, c'est des trucs c'est un peu plus avancé, quoi. Et on va avoir aussi un producer en général qui va faire en sorte, un peu comme un project manager qui facilite, les tâches entre les personnes, qui s'assure bien déroulement par des sprints, tout ça. La gestion de projet pour que ça avance. Okay. Mais du coup, quand tu disais les développeurs, donc tu as potentiellement un développeur qui gère vraiment la partie plutôt UI, tu as un développeur les développeurs du jeu, en fait, concrètement, parce que j'ai jamais essayé de toucher un truc comme Unity, mais tu vois, donc il y a quelqu'un qui te donne le personnage et toi le personnage tu l'intègres dans le jeu, mais tu vas pas programmer ses mouvements. Si tu dois coder ses mouvements, ou ça déjà les frameworks te le font pour toi? En fait, pour les mouvements, en fait, tu vas utiliser ce qu'on appelle un peu une state machine, ou dans Unity, il y a ce qu'on appelle le animator controller. Donc c'est quelque chose qui est là pour faciliter, on va dire, ce travail. Donc un exemple d'animator controller, c'est que c'est un peu un graphe, en fait, où tu vas mettre toutes les animations. Donc tu as une animation marcher, sauter, voilà. Et en fait, tu vas il y a des flèches littéralement j'essaie de mettre ça comme ça les gens peuvent visualiser. Okay. Mais du coup, tu as un state d'entrée. Donc dès que je commence le jeu, comment le joueur il va commencer. Donc il est en position idle, peut-être il fait ça. Et donc là, c'est la position idle. Dès que le joueur il va appuyer sur le bouton pour avancer, là on va jouer l'animation de walk. Donc tu vas avoir une variable trigger ou une variable booléenne pour vérifier que on est passé d'un état à un autre. Là, on va jouer telle animation. On va déplacer donc le mouvement, mais il y a des components du coup dans Unity qui permettent de faire ça beaucoup plus facilement. Donc des caractères contrôleurs, ils ont aussi des samples. Donc des samples, c'est en général des exemples de code où tu peux juste télécharger, tu peux juste avoir la scène qui est préfaite. Tu appuies sur play, tu peux déjà visualiser comment ça marche. Et après, pour ton projet, tu peux parfois, limite copier en fait ces éléments-là et les modifier pour les adapter, bien évidemment, à des cas spécifiques dans ton jeu. Donc, ce que tu dis, c'est que concrètement, il y a quand même plein de cas d'utilisation qui sont normaux. Donc, en fait, Unity te les gère. À toi juste de lui dire à quoi ça ressemble telle et telle et telle action, et après lui, il va se débrouiller. Et du coup, comment tu fais? Je pense à un vieil exemple, mais je sais pas si t'as déjà joué à Max Payne. Tu vois ce jeu? Max Payne, non? C'est un jeu qui date, mais en fait, dans Max Payne, il y avait une espèce d'innovation qui était, tu pouvais, au moment où, en gros, tu te retrouvais face à des méchants et que tu devais te battre avec eux. Donc, c'était des flingues, hein, tu leur tirais dessus et ils te tiraient dessus. T'avais un pouvoir qui te permettait de ralentir le temps. Et en fait, le principe, c'est un peu comme dans Matrix, tu sais, il se baisse et il évite les balles, en fait, où il passe au ralenti. Et du coup, là, t'as un truc qui est spécifique à ce gameplay-là. Dans ces cas-là, j'imagine que Unity va pas te gérer cette espèce d'innovation que tu veux faire toi. Donc là, tu es obligé d'avoir une compétence particulière avec des développeurs qui sont capables de peut-être développer des nouveaux mouvements ou des choses qui sont pas... Ouais. En fait, ça, tu peux même jouer sur le temps, en fait, ce qu'ils appellent la variable delta time, etc., dans Unity. Mais bien évidemment, il faut coder un script, donc, pour faire quelque chose comme ça. Et potentiellement, tu vas peut-être avoir des effets visuels au moment où tu joues un peu en mode slow motion un peu. Donc, en fait, ça s'appelle, par exemple, une des façons de les faire. Il y a le post-processing dans Unity, ce qui permet, par exemple, d'avoir des effets sur ce que tu vois, donc le rendu de la caméra. Donc peut-être avoir un effet un peu qui bouge un peu, ou même la caméra qui shake. Ça, c'est même pas un post-processing, tu peux le faire avec un package qu'on appelle Cinemachine. Donc en fait, honnêtement, dans Unity, il y a beaucoup de packages. Je sais pas aussi pour Unreal, il doit y avoir des équivalents. Mais il faut avoir, par exemple, des fois un minimum de compétences, donc de script, pour pouvoir faire en sorte que ça s'active à tel moment quand une telle action arrive dans le jeu. Donc c'est surtout pour bien contrôler ces choses-là. Ok. Bon, j'ai toujours eu envie de mettre mon nez dans Unity parce que je vois plein de jeux. Enfin, c'est vraiment le framework. Je sais pas, Unreal est très connu aussi, mais c'est vraiment le framework où t'as l'impression que tu peux faire des jeux même quand tu y connais pas grand-chose au début, tu vois, sans pousser dans tous les détails d'un jeu que tu vas essayer de vendre et tout, mais faire des petits jeux toi dans ton coin. J'ai l'impression que c'est pas mal facile à prendre en main en fait aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. Surtout, comme tu disais tout à l'heure, enfin, je parlais un peu d'un exemple d'une équipe, comme j'ai dit, Ouais. une équipe de quarantaine de personnes, mais des fois, il y a une seule personne ou deux personnes qui vont faire un jeu de A jusqu'à Z. Bien évidemment, il faut pas s'attendre à avoir une qualité triple A de visuel réaliste, etc. Mais un jeu simple ou peut-être un jeu DD ou un truc comme ça va être aussi facile. Enfin, c'est possible de faire. Euh, Même une seule personne peut créer un jeu grâce au moteur 3D. J'imagine que avant les moteurs 3D comme Unity, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, nous, en école d'ingé, on essayait de faire avec OpenGL. Rien que mettre un cube sur l'écran, bah, c'est beaucoup plus... Sur Unity, c'est en 2 clics. Littéralement, tu fais clic droit, objet 3D, cube, et c'est bon, c'est dans la scène. Donc, tout ce qui est lumière, tout ce qui est caméra, etc. à gérer, si tu dois refaire tout de zéro, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça aide vachement à démocratiser, entre guillemets, le développement de jeux vidéo, en fait, grâce à des moteurs 3D comme Unity ou Unreal. Godot aussi, en ce moment, il y a des gens qui utilisent pas mal. Donc, voilà. Oui, en fait, ces moteurs-là te permettent de... toute la logique qui est liée au monde extérieur, au monde physique, en fait, c'est tu as un petit peu le monde physique directement codé là. T'as plus à recoder le monde physique dans un outil. C'est un peu ça que tu dis, quoi. Oui, voilà, que ce soit pour tout ce qui est physique ou lumière ou tout ce qui est graphisme, en fait, même les render pipeline, ils appellent ça dans Unity par exemple. Tout ça, c'est préfet en fait pour toi. Même si tu peux avoir la flexibilité de coder entre guillemets au-dessus de la base de Unity, mais enfin ça vraiment, comment dire, on gagne du temps et de l'énergie et voilà. Imagine Oui, puis moins de bugs aussi parce qu'en fait ces trucs-là, c'est facile de se tromper, j'imagine. Exactement, oui. Ok, trop cool. Continuons un peu là-dedans, mais en parlant un peu de toi, Amel. Toi, du coup, comment t'es arrivé dans ce monde-là, en fait? C'est quoi un peu tes premières marches, on va dire, dans ce monde-là? Ouais, alors moi à la base, je me rappelle que j'avais commencé peut-être quand j'étais encore au collège ou au lycée. J'étais un petit peu curieuse, j'aimais bien utiliser Flash. Donc tu connais peut-être Flash, tu as déjà entendu parler, Ouais. donc Adobe. Voilà. Et donc voilà, faire une interpolation de mouvements ou de formes et voir les choses donc sur la timeline, que ça fait automatiquement tout ça pour toi. Tu peux changer la position d'ici jusqu'ici. Je suis là, ah ouais, c'est cool ça. Okay. Et après, il y avait aussi la partie ActionScript où tu pouvais coder des trucs. Donc, je commençais à avoir cette idée, j'ai envie de faire un petit jeu, je vais avoir un menu avec un bouton play. Donc maintenant, si j'appuie sur ça, ça va lancer ce truc. Et ça, c'était avec ActionScript. Du coup, je pouvais commencer à faire des choses un peu concrètes. C'était que en 2D par contre, Flash, c'est ça? Ouais, 2D, ouais. C'était principalement, je sais pas s'ils avaient une partie de 3D, pas vraiment, mais c'était plus axé 2D. Et après, donc, quand j'étais donc à l'université, pendant ma licence, j'ai découvert Unity. Et là, c'était mind blow. C'est là, waouh, ok, ça fait tous ces trucs-là. En fait, je me rappelle que les exercices, entre guillemets, qu'on faisait, c'était ok, tu vas tirer sur un truc, il faut que ça touche une cible. Si ça touche une cible, t'as un point dans ton score et littéralement, tu peux faire ça en 1 heure ou 2 heures. Enfin, ah ouais. Du coup, tu te dis, ah ouais, ça, c'est vraiment, ça a un autre level, quoi. Et là, c'est surtout avec ça où j'ai commencé à me dire, ok, j'aime bien utiliser Unity, je trouve ça vraiment cool et j'ai vraiment envie de m'orienter un peu là-dedans. Ok, trop bien. Et t'avais déjà, parce que c'était vraiment du coup, toi, la partie développement qui t'intéressait. C'était pas forcément la partie design. Enfin, j'imagine que t'aimes ça quand même, non? Parce que souvent, on a une appétence quand même pour ce truc-là, mais. Ouais, c'est ça qui est cool aussi avec le milieu de jeux vidéo, c'est que c'est pas juste programmation 100% ou bien graphique 100%. Tu dois vraiment être un petit peu artistique quand même. Et vu que tu fais un peu à la fois art et code, c'est ça qui est cool. Donc par exemple, moi je vais pas modéliser un personnage 3D, c'est vraiment, il faut avoir une personne spécialisée pour le faire, mais je peux ouvrir Blender et faire vite fait un petit modèle de voilà, quelque chose d'assez géométrique, voilà, un truc comme ça. Donc j'aimais bien aussi ce côté-là, mais quand justement je touche un peu de tout, je me dis bon, c'est surtout la programmation qui m'intéresse le plus et j'ai l'impression que j'arrive à faire des trucs assez cool. Donc c'était surtout ça qui me passionnait en fait. Et surtout voir des exemples dans des jeux et je me dis ah mais comment ils ont fait ce truc, c'est trop bien. Genre dans les Sims, comment ils font pour qu'un personnage par exemple tu cliques sur le frigo, tu lui dis voilà, tu vas cuisiner dans le frigo, un truc comme ça et il va trouver le chemin tout seul en évitant les obstacles
Et moi, je suis là, c'est quoi cette intelligence artificielle qui fait que, voilà. Après, quand j'ai commencé à faire des études là-dedans, j'avais compris que, par exemple, des algorithmes comme la étoile, A-star, que tu peux utiliser pour justement trouver le chemin le plus court. Et voilà, exactement, parcours de graphe. Et que Unity, par exemple, maintenant, avec la NavMesh, c'est un component qu'ils ont, ça te permet de faire ça peut-être en 15 minutes. Maintenant, tu peux faire un truc comme ça. Et c'est basé aussi sur l'algorithme à étoile, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ils ont aussi des algos, en fait, il y a des maths pour la 3D, il y a aussi des maths pour simplement le déplacement, en fait, pour ce genre de choses. Exactement, ouais. Et dans Unity, par exemple, t'es pas obligé de refaire tout ça vu que c'est codé en interne. Et du coup, toi, tu peux te focaliser sur la partie, OK, ça, c'est walkable, ça, c'est pas walkable dans ma scène. Et tu peux définir ces parties-là. Et puis, dans la partie code, tu peux utiliser, par exemple, un agent pour dire, lui, il se déplace d'ici jusqu'ici. Donc, ouais, justement, cette curiosité, entre guillemets, a fait que j'ai eu envie d'essayer. Et je pense que je sais pas si j'aurais continué s'il y avait pas des moteurs 3D, on verra, je sais pas. Mais justement de me dire OK, j'arrive à faire des trucs, je pense que ça encourage un peu à se dire OK, cool, là j'ai envie de tenter. Oui, tu vois vite l'impact de ce que tu fais. Exactement, et ça, ouais. Cool. Ouais, je suis d'accord parce que c'est vrai que moi j'avais commencé à essayer de coder des trucs en C, tu vois, et en C fais pas grand chose, tu vois, au début si t'as pas de donc là tu refais une calculatrice, super. Donc, j'avais fait ça aussi, on a tous passé par là, c'est sûr. Ah, mais c'est assez frustrant, tu vois, tu te dis OK, c'est ça qu'on peut faire avec du code, bon, OK. Ouais. Et je voulais revenir sur Flash, mais pourquoi du coup parce que moi je suis tombé sur Flash, j'ai vu, mais j'avais jamais creusé Flash en fait, tu vois, je me suis jamais dit interface de développement Flash. Toi, ça veut dire que t'as installé chez toi de quoi développer en Flash, c'est ça ou... Ouais, en fait, pour moi, c'était le côté interactif, en fait. Pouvoir vraiment créer un truc où je peux cliquer, je peux interagir, je peux avoir un feedback visuel immédiatement. C'est ça qui était pour moi wow. T'avais vu des trucs Flash où tu t'es dit, ça c'est du Flash, c'est marrant ce qu'on peut faire, tiens, j'ai envie d'essayer, je vais installer Flash? Ouais, c'était un peu ça, justement. C'est au début. Et surtout, je sais pas, quand j'étais encore au collège et tout, Internet, c'était pas trop mainstream, entre guillemets. Donc, on cliquait sur le bouton Help et on lit ce qui est écrit dans le Help. Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a personne qui fait ça sur les logiciels. Tu vas juste taper sur Google. Mais à l'époque, on était, bon, je vais lire Help. Ça dit quoi, en fait? Help me. Ok, excellent. Est-ce que je peux te demander, du coup, dans ta carrière, si t'as un peu un pire souvenir? Un pire souvenir. Si je vais parler, par exemple, du code, moi, j'aime bien parler des souvenirs sur les game jams. Parce que les game jams, en général, c'est où t'as 24 heures, 48 heures, on va dire max 72 heures pour créer quelque chose, pour créer un jeu. C'est un peu un hackathon, là, c'est un peu la même chose. Exactement, ouais, c'est un peu un hackathon pour créer un jeu. En général, t'as un thème et pendant 24-48 heures, t'es en équipe en général pour créer un jeu ensemble. Et j'ai l'impression que les pires moments de code que j'ai fait dans ma vie, c'était pendant les game jams parce que t'es là en mode on n'a pas le temps, il faut que ça marche, faut qu'on trouve un moyen. Et je me rappelle en fait quand j'étais encore étudiante en 2017, il me semble, c'était ça. Donc on avait créé un jeu en VR, c'était une game jam en réalité virtuelle. Donc c'était déjà un peu au début de voilà, je vais utiliser un casque VR, c'était HTC Vive et on va créer un jeu avec ça. C'était quoi le jeu? Il y avait un thème du coup? Justement, il y avait un thème. Donc le thème c'était pile et avec l'équipe on s'est dit bon pile qu'est-ce qu'on va faire? On a pensé à juste pile le thème. Oui, pile. Donc c'est un mot et il faut brainstormer pour trouver une idée. Et donc nous on s'est dit un peu comme genre pile poil. Donc on va faire un truc où il faut viser, genre bien viser. Voilà. Et le jeu vu que c'était en VR, on a dit comment ça, on est en VR et on va pas voler? C'est trop bien, on va donner les gens la capacité de voler. Donc, on a créé un truc où si tu mets les mains en haut, tu voles. Si tu les baisses, tu vas un peu vers le bas. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il va? On peut faire un pigeon. Donc, t'es un pigeon dans le jeu. Il faut tirer sur des bonhommes qui sont en bas. Il faut éviter de tomber sur le sol parce qu'il y a les chats qui vont venir essayer de te, voilà. Donc, tu perds une vie à chaque fois que tu touches le sol. Okay. Et du coup, l'idée, c'était, voilà, tu vises donc pour avoir le maximum de points sur 2 minutes de jeu. Et des fois, il faut éviter des obstacles. Genre, par exemple, tu peux avoir une capsule que si tu rentres dedans, ça te fait un effet sur l'écran où tu vois pas bien. Et donc, un peu, voilà, c'est un peu comme un objet malus. Et donc, pendant, 48 heures, on avait pour développer ce jeu-là. Et ça, c'était assez drôle. Je me rappelle que, déjà, on a appelé le jeu, parce que c'était pile poil, on a appelé plume poil parce que pile plume pardon, on l'a appelé pile plume parce que voilà, on a l'objet avec le pigeon.
Et donc déjà, les game jams, c'est une opportunité de rencontrer d'autres gens. Donc nous, on était un peu de dev, on avait d'autres gens qui faisaient par exemple la modélisation. On a rencontré une personne qui voulait faire des effets sonores. Nous, on connaît personne qui veut faire ça, donc c'était cool pour brainstormer ensemble et travailler. Et du coup, pendant le jeu, en fait, tout ce qui est vérification de score, on mettait tout dans une fonction update, en fait, dans Unity. Donc, en gros, Unity, quand tu crées un script, tu as une fonction start. Donc, c'est un peu pour dire, OK, tout ce qui est initialisation. Ouais. Donc, score à 0. Et update, ça va s'exécuter à tous les frames. Donc, tous les Chaque fois qu'il frames. se passe quelque chose, tu regardes les actions qui se sont passées entre les derniers moments et tu updates le jeu. Ouais, et update, en fait, elle s'exécute tout le temps, en fait. C'est un peu comme une boucle, du coup, voilà. Et donc, on peut mettre des choses dans update, mais il faut éviter de tout mettre dans update, parce que sinon, ça devient vite pas optimisé, parce que tu vas pas vérifier pendant tous les frames si l'état de tous les éléments. Et nous, on a fait ça, bien évidemment, c'était une game jam. Ouais. Donc, on mettait tout ça là-dedans. On avait un gros script, genre game manager. On avait référence à tous les éléments. Ça aussi, il faut pas faire. Mais voilà, c'est parce qu'on essayait de faire des choses rapidement. Okay. Donc ouais, il y avait aussi une notion, par exemple, de préfab dans Unity, où quand tu crées un préfab et tu as des instances, si tu fais un changement sur la préfab, ça va affecter tout donc les instances. Donc ça, c'est bien. C'est quoi une préfab? J'ai pas compris. Donc une préfab, en fait, c'est quand tu crées un objet dans ta scène, dans Unity, tu peux le transformer en préfab, ce qui te permet de, si tu as plusieurs instances, disons dans un niveau, tu as 50 portes. Si aujourd'hui je vais changer la couleur de la porte à la place de bleu en rouge, je vais pouvoir juste changer la préfab et tout va s'appliquer sur toutes les instances. Sauf que nous, à un moment, on l'avait pas utilisé. Donc, sur la maison, on avait plein de maisons. Et on a oublié de faire ça. Et on se dit, ah non, alors là, il faut refaire manuellement tous les... Et ça, c'était assez drôle aussi. C'est le genre de choses... donc, je pense que les pires, ça doit être ça. Parce que t'as pas trop le temps pour faire vraiment une architecture. Voilà, préparer le projet. Excellent. Ok, trop bien. Bon, par contre, je sais pas si tu m'as donné la version politiquement correcte du jeu, mais moi, un pigeon qui vole et qui fait quelque chose sur les passants, c'est pas de leur tirer dessus, mais bon, voilà. J'en dirai pas plus. J'espère que t'as mis ton jeu quelque part pour qu'on puisse aller regarder comment ça. Mais c'est seulement ça, ouais. Il y a des vidéos quelque part, c'est sûr. Ok, bon, on le dira pas, mais on a compris alors. Est-ce que maintenant il y a une expérience particulièrement marquante dans ta carrière que tu peux me partager? Une des expériences, je dirais, quand je travaillais chez Unity, en fait, moi, quand j'ai rejoint, c'était donc en janvier 2020. Et si on se rappelle très bien, pendant la période après mars 2020, commençait à avoir le Covid. Donc, sur le poste Developer Advocate, justement, le but, c'est d'aller voir les gens, de faire des présentations, des conférences. Donc, c'est un métier où il faut pas mal bouger, justement. Et à cause du Covid, on n'a pas pu faire des événements en fait physiques en présentiel. Et donc, on s'est dit, il faut faire plus peut-être des événements en ligne. Mais quand on a commencé à faire des présentations en ligne, c'était bien, cool, mais on voit qu'on avait perdu un petit peu ce contact entre la communauté des développeurs et nous en tant que Unity. Donc, on a un petit peu brainstorm avec l'équipe. Qu'est-ce qu'on va faire comme, voilà, entre guillemets, solution ou une initiative. Et là, on a eu l'idée de créer ce qu'on avait appelé Unity Open Projects. Et donc, c'est des projets open source où Unity et la communauté des développeurs Unity, on va se mettre ensemble pour créer un jeu. Donc, c'est un jeu public, open source. Tout le monde peut contribuer. Et nous aussi, on code du coup pas mal de parties du coup sur le jeu. Et on va aider les gens à, par exemple, faire des contributions sur le projet. Donc, le premier, ça s'appelait Chop Chop. Ok. Et donc, ce jeu-là, en fait, l'idée, c'était, on utilise, pour les gens qui connaissent GitHub, même s'ils sont pas forcément dans le milieu de jeux vidéo, mais ils connaissent un peu les pull requests. Donc, en gros, tu vas faire une liste, tu dis, OK, moi, j'ai fait tel changement sur ce pull request. Tu vas changer quelques fichiers ou rajouter ou supprimer. Nous, on va regarder et on va évaluer ou faire le review de dire, OK, là, surtout par exemple pour les contributions graphiques, si une personne va faire une contribution d'un asset, il faut voir que c'est harmonieux avec le reste des assets dans le jeu, que le nombre de polygones par exemple est pas très élevé, que la texture elle est bien, que voilà, que et sinon on donne un feedback en fait à la personne pour justement les aider, parce que le but c'était educational. Donc le but c'était aider la communauté à apprendre sans pour autant aller sur place peut-être pour faire des présentations ou quoi. Là en fait on vous offre cette entre guillemets fenêtre où vous pouvez venir et on va pouvoir communiquer ensemble. On faisait des live streams toutes les 2-3 semaines, on présentait l'évolution de ce qu'on avait fait. Et le jeu, attends juste,
il y avait, c'est quoi, qu'est-ce que vous donniez comme cadre en fait? Parce que du coup, le but, j'ai bien compris, c'est que les gens viennent, participent, et vous faites à la fois, vous apprenez aux gens à vous en servir, les bonnes pratiques, donc c'est cool. C'est comme si tu avais du mentoring gratuit un petit peu pour apprendre à te servir de Unity. Mais quel guideline vous donniez? Je veux dire, au début, vous avez pas juste donné un nom et puis on se débrouille, on verra ce que ça donne le jeu. Il y avait quand même un... Ouais. En fait, que sur l'aspect des clics, on avait des guidelines, donc comment contribuer, etc. Mais sur la partie, il y avait toute une partie game design. C'est décider ensemble qu'est-ce qui va être le jeu. Donc, il y avait tout ce qui est, par exemple, concept art. On a travaillé avec des artistes. Donc, ça, c'est Unity. En tant qu'Unity, on a outsource avec des artistes qui nous ont envoyé des concept art. Et donc, nous, on est arrivé sur les forums d'Unity. C'est là où on avait une catégorie, donc Open Projects sur le forum d'Unity pour discuter de ce projet en particulier. Et on a ouvert aussi le game design à la contribution. Donc, même la communauté, elle a participé au game design du jeu, à l'idée du jeu et au choix des personnages. Tu savais même pas si ça allait être un jeu de plateau, un jeu un FPS, on savait rien. On avait dit ok, ça sera un jeu action-aventure, mais tout ce qui est en fait l'idée du jeu et le plot et l'histoire, ça a été du coup une contribution commune entre nous. Et justement, à un moment, on a dû justement faire des choix nous-mêmes parce qu'après, si tu dis on peut faire tout ou n'importe quoi, c'est un peu difficile parce que chacun va partir sur une direction. Donc, ça permettait, entre guillemets, d'avoir un peu comme un thème dans une game jam, par exemple, où on se dit, OK, là, on va partir sur ce scénario, entre guillemets. Et ça a donné quoi le plot en... Donc, Chop Chop, le personnage principal, le protagoniste, ça s'appelle donc Hamlet. C'est un petit cochon qui, en fait, c'est un chef cuisinier qui, justement, il est tout le temps à la recherche des meilleurs ingrédients et à la recherche donc les meilleures épices pour créer ses recettes. Et donc il se déplace d'une île à une autre, d'une ville à une autre pour collectionner, on va dire, les ingrédients. Okay. Et donc là, le jeu il se déroule, donc les niveaux du jeu se déroulent sur une île. Cette île-là, ça fait 20 ans, donc c'est la 20e édition d'un festival où les gens ils vont pouvoir ramener des plats et les présenter à le Legendary Chef Camp, ça s'appelle. Donc c'est un chef légendaire et lui en fait il va juger du coup qui va être le gagnant du contest ou le gagnant de la compétition. Et pendant 20 ans, il a jamais été impressionné. À chaque fois, il arrive à deviner les ingrédients. Des fois, même sans qu'il goûte en fait au plat, il arrive à deviner. Donc, Hamlet, en fait, le personnage principal, quand il arrive, donc il va rencontrer des gens, des locaux, donc des NPC avec qui tu vas interagir dans le jeu. Ouais. Il va collectionner des NPC, donc non-playable character. Ouais. Okay. Donc c'est en général les personnages que tu rencontres, tu vois, dans les jeux qui te parlent, disent bonjour. Alors voilà, comment t'as fini ici? Et toi, tu vas lui raconter. Alors je suis arrivé pour chercher des ingrédients, des trucs comme ça. Donc c'est les personnages que tu vas pas jouer en tant que joueur, mais t'aider, en fait, où peut-être ils ont des infos, que des quests, etc. Ouais, tout à fait. Et donc il y avait aussi vu que c'était une île, donc on peut rencontrer des créatures un peu sauvages qu'il faut attaquer, etc. pour pouvoir avancer dans le jeu. Et donc l'idée c'était à la fin d'avoir les ingrédients pour avoir la recette parfaite et la présenter à ce chef légendaire. Et donc à la fin il va être enfin impressionné après 20 ans et que du coup quand Hamlet il quitte l'île, tout le monde est content en mode ah ouais merci d'être venu, c'est grâce à toi maintenant on a réussi à impressionner le chef légendaire. Okay. Donc c'est un peu ça le game design on va dire. Trop bien. Et donc projet hyper cool, je pense que c'est hyper intéressant comme truc. Et du coup c'est un truc qui a marché, vous le refaites maintenant qu'on n'est plus dans le Covid ou c'est un truc En fait, on avait commencé donc avec cette initiative-là. C'est plus chez Unity, c'est ça. Ouais, là j'ai plus chez Unity, mais aussi quand on était encore chez Unity. Après, quand on a commencé avec ce projet-là, un peu vers la fin, on va dire, ils ont décidé de lancer donc une production interne qui s'appelait Gigaia. Donc c'était un autre projet, celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, avec genre à peu près 40 personnes pour créer ce qu'on appelle vertical slice ou un niveau de jeu. Et ça, c'était vraiment créer un exemple un peu plus avancé. Pour pousser un peu les limites en fait du moteur entre guillemets. Et donc c'est pour ça on a dû focaliser les ressources sur ce projet-là. Donc on s'est déplacé de ce projet Open Project à l'initiative de Gigaia. Et on avait quand même laissé les contributions dans le sens où les gens ils pouvaient encore fork par exemple le projet sur GitHub, continuer à créer des trucs, les gens continuent à communiquer sur le forum, mais qu'on fait pas forcément on est plus là pour faire les streams, etc. Donc on a dû entre guillemets suspendre en fait la production de ce jeu-là. Mais pour nous,
à ce moment-là, en fait, on avait déjà servi un peu l'objectif, en fait, qui était faire en sorte que les gens apprennent. Et on avait déjà, en fait, travaillé sur pas mal de sujets, sur pas mal de packages. On a montré pas mal de features et des fonctionnalités sur pas mal de live streams. Donc, on a un petit peu déjà fait, en fait, le but ultime de faire apprendre aux gens comment utiliser plusieurs fonctionnalités. On l'a déjà atteint. Donc, on était dans une situation où on pouvait aller vers autre chose et voilà, exactement. Ok, excellent. Non, mais trop bien, je trouve ça. En tout cas, je pense que les gens qui ont participé ont quand même dû bien, effectivement, bien progresser puis s'éclater, parce que c'est vrai que notamment après, si tu connais pas du tout, que tu as envie de commencer à faire tes jeux, je pense que, ouais, pouvoir travailler avec les gens qui font le moteur, tu vois, c'est très cool, quoi. Ouais, c'était sympa aussi de voir des gens qui sont professionnellement dans le milieu du jeu vidéo, qui veulent venir participer, mais il y avait des gens qui s'étaient vraiment pas du tout liés au domaine. On avait un thread donc sur le forum où les gens peuvent se présenter. Je me rappelle, il y avait une fille, je crois qu'elle avait genre une PhD, donc doctorat en un truc de biologie ou un truc genre. Elle était là, j'ai envie de faire des jeux et tout, donc j'ai envie de contribuer. Et je me rappelle, il y avait aussi une architecte qui a contribué beaucoup au game design. Et après, elle a fait une reconversion professionnelle. Et du coup, elle a commencé à lire pas mal de livres, etc., à faire beaucoup de projets un peu sur le game design, y compris ce projet-là. Et après, quand elle a postulé, elle avait mis justement qu'elle a travaillé sur le projet de le Open Project. Elle a mis les live streams où nous on montrait les contributions qu'elle avait faites, et elle a pu avoir un poste dans le game design au final. Donc elle a pu faire sa reconversion professionnelle. On était vraiment contents. Donc on dit c'est cool en fait de donner les gens un peu une opportunité aussi d'essayer et de voir si ils ont envie de faire quelque chose comme ça. Après il y a des gens peut-être qu'ils ont essayé, ils se sont dit non, c'est pas pour moi le développement du jeu vidéo. Oui, c'est sûr, mais donc, de toute façon c'est ce qu'ils veulent, mais au moins tu offres l'opportunité gratuitement, c'est quand même super chouette, quoi. Donc si les gens sont un peu motivés, tu peux vraiment faire des trucs cool. Ouais, exactement. Mais c'est vraiment cool en fait. Je pense que c'est vraiment inspirant d'écouter des histoires comme ça, parce que tu dis au final, je suis contente de faire ce métier au final, parce que je contribue à inspirer un peu les gens. Ouais. Okay. Non, mais trop bien. Et est-ce que du coup, si je te demande le meilleur truc que t'aies codé dans ta carrière? Si on reste aussi même sur ce même projet, en fait, vu qu'on avait pas mal étudié un peu l'architecture du projet, vu que c'est pas une game jam, encore une fois, là, on a eu le temps, ça c'est sûr. On a eu le temps pour préparer un peu. Donc, je me rappelle, en fait, à la base, on est parti un peu sur ce qu'on appelle un peu les design patterns, donc singleton. C'est là où, en fait, tu vas avoir des références directes entre deux systèmes. Ouais. Et en fait, on a utilisé à la place de ça, on a utilisé un système de event system. Donc déjà, je vais dire pourquoi on n'a pas utilisé le système singleton. Parce qu'en fait, le problème avec le système singleton, c'est que déjà, si tu as deux systèmes dans un jeu, ils vont avoir des références directes, donc ça va être une dépendance très très rigide. Ça veut dire quand tu dis deux systèmes, c'est quoi concrètement? Tu prends un exemple. Par exemple, si tu as un système pour loader les scènes, par exemple, tu as plusieurs scènes dans ton jeu ou plusieurs niveaux, et tu peux peut-être avoir un autre système qui va s'occuper, par exemple, de jouer les VFX ou jouer les effets sonores ou un truc comme ça. Et donc là, par exemple, tu vas dire une référence directe. Si je lance le jeu, je lance un niveau, tu vas jouer tel son ou tu vas jouer tel cutscene ou une cinématique. Donc là, tu vas, avec un design pattern comme singleton, tu vas faire une référence directe entre les deux systèmes. T'as un objet, en gros, que tes deux systèmes appellent pour se déclencher l'un l'autre, en gros. Ouais, voilà. Et donc, tu vas, entre guillemets, référencer des objets entre eux-mêmes, ce qui fait, du coup, des références rigides, ce qui est pas idéal. Ça veut dire aussi que si tu as besoin de tester un des systèmes, tu es obligé de faire tester tout le jeu, en fait, tout simplement parce que tout est lié. Donc, tu peux pas indépendamment tester les choses. Pour maintenir aussi, c'est un peu galère. C'est pas trop modulaire. Ça veut dire que si aujourd'hui, j'ai envie de prendre juste la partie qui fait, par exemple, le loading des scènes, toute seule pour l'utiliser sur un autre projet, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai des dépendances en fait qui existent dans la scène. Et donc c'est pour ça on est parti sur ce qu'on avait appelé donc event-based system. Donc c'est un système où on va avoir des objets qui vont dire en fait ils vont raise des events, ils vont dire en fait moi je viens de lancer la scène. Et t'as le système par exemple audio qui est en train d'écouter, il se dit ah en fait moi j'ai entendu l'event, donc je suis un listener à l'event on a lancé une scène. Et c'est là où je vais jouer, par exemple, tel effet sonore ou jouer tel effet spécial, etc. Et donc, l'idée, c'est d'avoir, en fait, cette déconnexion en utilisant les scriptable objects. Les scriptable objects, en fait, c'est des objets qui vont être dans les assets du projet et pas dans la scène, en fait.
Donc, pour expliquer rapidement dans Unity, par exemple, une scène, en fait, c'est un ensemble de game objects. Et chaque game object, il va avoir ce qu'on appelle des components. Donc, il y a un component que tous les objets vont avoir, c'est celui on appelle transform. Donc, il va avoir la position, la rotation et le scale, donc la taille dans la scène. Donc ça, tous les objets vont l'avoir. Après, les autres components, ça va dépendre de ce que tu cherches à faire. Ça peut être des scripts, ça peut être des colliders, il y a des centaines, donc on va pas forcément les citer tous. Mais pour les scripts, par exemple, en fait, tu as un script qui va être attaché à ce game object-là. Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai besoin d'utiliser une référence de cet objet-là dans une autre scène, donc admettons j'ai plusieurs niveaux dans le jeu, dans le deuxième niveau j'ai besoin d'avoir le score, en fait c'est un peu compliqué parce que le score il est déjà initialisé peut-être dans la première scène. Donc c'est pour ça utiliser les scriptable objects que je viens de mentionner, ce sont des assets qui sont pas attachés au game object, ils sont des assets qu'on trouve dans le dossier, si tu veux, asset. Donc c'est quelque chose qui est pas lié au scène. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que ton objet, il a du code associé qui lui permet de garder de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, tu stockes une partie de l'info dans l'objet au lieu d'avoir un système central. Par exemple, le score là, tu dis ton objet, il a été, j'en sais rien, il a été activé, donc ça fait 5 points de score. Et du coup, ça permet de garder cette info 5 points de score un peu partout dans tous les niveaux. C'est un truc comme ça. Ouais, donc voilà, c'est un peu comme un fichier où tu peux stocker le score. Et ce fichier-là, il est pas dépendant des scènes. Donc, il peut être référencé par n'importe quelle scène parce qu'il est justement dans le dossier des assets. Et pareil, que ce soit pour les événements aussi, tu peux avoir un événement qui est aussi un asset. Donc, il peut être utilisé par un premier système dans une première scène et écouté par une autre deuxième scène, par exemple, dans un autre niveau. Donc ouais, ça c'est un peu je dirais un peu plus avancé que c'est pas la première chose que tu vas faire si tu vas commencer dans le développement forcément, oui. Ouais. mais c'était un des systèmes où on avait vraiment eu besoin de réfléchir et on s'est dit ça c'est beaucoup plus utile. On avait expliqué ça en détail par exemple dans les live streams et voilà pour dire aux gens pourquoi on a utilisé ça et en détail. Parce qu'en général, là j'ai un peu du mal à expliquer sans avoir un graphe en fait devant moi pour montrer les gens en fait un exemple parce que là ça paraît abstrait. Enfin, j'imagine que même surtout pour toi, c'était pas très familier avec le domaine de jeux vidéo, mais c'est un peu voilà. Non, mais je vois l'idée principale. Après, je vois pas exactement les détails d'implémentation dans Unity, mais je vois un peu l'idée principale où tu dis en fait, t'as des événements qui se passent et toi, tu soit tous les objets qui en fait où il se passe des choses en fait, ils ont ce singleton, cet objet qui leur permet d'appeler les conséquences en fait de leur action. Soit en fait, tu décorrèles tout ça et tu dis j'émets des événements et il y a et les autres objets s'abonnent à certains événements en fait. Et ce système-là permet aussi, comme tu le disais, de séparer, de tester aussi, parce qu'en fait, finalement, ton objet, tu dis moi je veux tester, et donc toi tu vas créer un test où tu dis je teste comment mon objet répond quand j'émets cet événement. Alors que dans le système d'avant, tu es obligé de dire attends, pour vérifier mon événement, il faut que je instancie le singleton, peut-être mon autre objet, et que je fasse faire l'action à l'objet pour pouvoir tester comment réagit mon objet. Donc du coup, en fait, tu es en train de, comme tu disais, d'instancier tout le jeu pour pouvoir tester un petit effet qui t'intéresse, alors que le comportement, il est que dans ton deuxième objet là qui. Tout à fait, ouais. Et donc voilà, c'était une des façons, on va dire, de le faire et qui avait en tout cas bien marché sur ce jeu-là. Bien évidemment, toujours ça dépend du type du jeu, ce qu'on essaie de construire, mais sur ce cas-là en particulier, c'était vraiment très intéressant. Ok. Trop cool. Et maintenant, une question plus sur perso. Si t'avais pas été dans la tech, t'aurais fait quoi comme métier? Oui, ça alors, c'est trop drôle parce que c'est un peu inspiré des jeux, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que quand j'étais petite, vraiment, je voulais devenir archéologue. Genre, j'aimais beaucoup ça. Je me dis, les ruines, l'histoire et tout, c'était quelque chose qui me fascinait. Mais en même temps, quand j'étais petite, je jouais à Tomb Raider. Tu connais sûrement le jeu avec Lara Croft, donc sur PlayStation. Tomb Raider 3, c'est meilleur Tomb Raider. Et donc, j'aimais beaucoup justement jouer à ce jeu et je me dis c'est trop cool comment elle se déplace dans toutes ces villes, partout dans le monde, à découvrir des ruines et donc pour moi ça c'était fascinant et je pense que ça m'a forcément inspiré. Ouais. Après, quand j'étais plus collège-lycée, je commençais à me dire mais j'ai peut-être envie de faire architecte plutôt. Et ça aussi, je construisais pas mal de maisons dans les Sims. Je sais que construire des maisons dans les Sims ne fait pas de moi architecte. Mais je passais littéralement 5 heures, 8 heures, genre, j'étais le genre de personne je commence à jouer aux Sims, il fait jour, après je regarde, il fait déjà soir, là.
Et c'est marrant ça parce que j'ai l'impression que quand même, tu vois, les Sims à la base c'était pas fait pour construire sa maison, Oui. c'était fait pour faire vivre un personnage, qu'il ait des relations, qu'il avance. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a eu vraiment cet usage pas prévu, Oui. que des gens se sont passionnés pour construire des trucs de fou avec. Mais du coup, tu devais avoir les cheat codes non pour pouvoir construire ce que tu voulais. Ouais, tout à fait. Il y avait Motherload, donc le meilleur cheat code, tu peux avoir 50 000 dollars dans ton compte. Et là, je faisais ça 1000 fois, bien évidemment, pour pouvoir construire tout ce que je veux. Et honnêtement, pour être honnête, genre moi, sur la partie construction, je vais passer des heures. Après gameplay, je vais peut-être faire 15 minutes à 30 minutes. Alors là, après, je vais m'ennuyer, tu vois. Mais c'était surtout la partie... mais justement, j'avais fait après... Enfin, j'avais vu des chaînes YouTube, des gens qui faisaient des constructions, des maisons sur les Sims et tout. C'est devenu vraiment tout un... Bah ouais. voilà. Non, mais après, du coup, tu dois connaître Minecraft. Je connais pas bien, Oui, mais Minecraft, enfin, finalement, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais c'est aussi ça, en fait, c'est la passion de construire des trucs à partir de rien, de les combiner et tout. C'est un gameplay vraiment différent de moi, ce à quoi j'étais habitué, en gros. Ouais. Et ouais, du coup, après, je voulais faire ça. Et après, j'avais commencé un peu, donc, en connaissant un peu Flash. Et je me dis, mais ouais, peut-être que je peux faire aussi des études peut-être en informatique et plus m'orienter dans le jeu vidéo. Comme ça, je peux peut-être inspirer des gens un jour, si je crée un jeu ou j'aide à la création d'un jeu, pour que si ils trouvent un peu, voilà, une source d'inspiration. Donc, c'était un peu ça. Donc, au final aussi, je voulais faire donc une carrière dans le milieu du jeu vidéo. Et après, j'étais décidée sur ça. Entre les trois, c'était le métier qui a gagné. Parce qu'après tu peux recréer les jeux ou tu peux recréer Minecraft ou en fait après tu fais de l'architecture. Oui. S'il y a un architecte qui regarde, il va m'envoyer des cailloux après. Oui. Mais peut-être que aussi ils en jouaient aussi, vous en savez pas. Franchement, pourquoi pas, tu vois, c'est vrai qu'en fait, je pense que tu dois retrouver quand même un certain plaisir. Ouais. Moi, je me rappelle un des premiers jeux sur lesquels que je commençais à essayer de faire un jeu. J'ai le level design du jeu, je l'ai fait dans les Sims avant, parce que c'était une maison en fait. Le jeu il se déroulait dans une maison, donc je l'ai créé dans les Sims pour voir, ok, si je mets une pièce ici, une pièce ici. Et après, je me suis dit bon, là, ça me paraît bien. J'ai fait toutes les itérations entre guillemets. C'est comme si c'était un logiciel de modélisation 3D, alors que c'était pas le cas. Et après, j'avais fait une capture d'écran d'une vue de dessus. J'ai mis ça sur dans Unity, je commençais à suivre pour faire ok, ici c'est un mur, ici c'est une porte, donc avoir une image de référence. Après, vu que je sais pas dessiner, je me dis bon, autant faire avec ça. Ça se trouve, il y a des gens, tu sais, qui ont fait construire leur maison comme ça. Ils ont dit attends, je vais construire une maison dans les Sims et puis je vais faire des captures d'écran et je vais dire à l'architecte, écoute, vous voudrez cette maison là. Ça se trouve c'est. Oui, voilà. Peut-être tu feras ça un jour si tu fais construire ta maison, je sais pas. Ouais. J'ai peut-être pensé à l'idée déjà. Ok. Je suis pas tellement étonné. Oui. Est-ce qu'il y a, Amel, une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière qui te vient à l'esprit là comme ça? Je pense en fait sur le métier en soi, parce que quand j'ai commencé moi et quand j'ai fait mes études, en fait c'était plus dans la programmation 3D et je pensais que ok, je vais faire plus développeuse de jeux vidéo, peut-être spécialisée éventuellement dans le gameplay ou développeuse d'outils ou quelque chose comme ça, mais j'avais pas forcément pensé à une carrière dans tout ce qui est DevRel ou tout ce qui est developer advocate. Et c'était grâce à Unity, en fait, c'est eux qui m'ont contacté pour le rôle. À la base, ça s'appelait Technical Evangelist. Bon, on a renommé le poste à Developer Advocate vu la connotation un peu religieuse. Les gens, ils étaient un peu, voilà, c'était un peu de confusion, on va dire. Donc des fois, on va dans des événements, ils sont là, c'est quoi ça? Et donc quand le recruteur il m'a contacté, d'ailleurs, il m'a dit, je suis pas sûre si tu connais ce que c'est un Technical Evangelist. Si tu connais pas, ce n'est pas grave. Voilà, je t'explique. Je lui ai dit bon bah tant mieux, merci. Et donc en fait quand je lisais la description, je me suis dit c'est tellement ce que j'ai envie de faire en fait. C'est non seulement je fais de la prog et du développement, mais je vais pouvoir partager cette passion aussi et aider les gens justement à construire, à créer des choses avec donc Unity en particulier, mais en général avec un outil pour lequel tu travailles. Donc c'était grâce justement à ce recruteur qui m'a contacté que j'ai pris connaissance de ce poste et je me suis dit waouh, c'est exactement ce que j'ai envie de faire et j'ai décidé du coup de m'orienter plus dans Developer Advocate et même maintenant quand je suis chez Ready Player Me qui est une autre boîte, je suis aussi revenue sur le poste et pourquoi le recruteur il vient vers toi sur ce truc-là? T'avais déjà démontré des appétences pour ça? C'est parce que tu faisais des présentations? Il y avait des... Alors, moi, à la base, j'avais même postulé, je pense, pour un poste chez Unity. C'était pour un stage à l'époque. Okay. Et c'était un poste qui était un peu tech art. Et moi, je suis plus développement, donc pas trop tech art. Mais je me suis dit, peut-être avec un stage, je pourrais apprendre. Mais au final, j'étais pas prise pour le poste. Donc, c'était je pense que j'arrive.
Donc ils avaient déjà mon profil dans le système où ils étaient là. En fait, on trouve ton profil intéressant, mais pour un poste tech art, en tout cas à ce moment-là, j'avais pas forcément peut-être les compétences là pour un stage. Ils ont pris une autre personne qui avait du coup un peu plus de compétences, mais ils avaient gardé le profil. Donc quand ils m'ont contacté, c'était par rapport à ça. Et même moi, j'étais très un peu advocate, on va dire, du Unity, même quand je parlais avec eux, parce qu'ils pouvaient voir un peu que j'étais passionnée par ce moteur-là. Et même quand je faisais mes études, quasiment tous mes projets où on avait le choix de quel outil tu veux utiliser pour faire ce projet, moi je choisis toujours Unity. Et même je suis en groupe, je vais essayer de convaincre le groupe à utiliser ça parce que c'était vraiment l'outil qui me permettait de mettre ce que j'imaginais dans ma tête en concret, quoi. Et donc quand ils m'ont contacté, c'était une autre équipe, c'était l'équipe à Copenhague. Donc j'ai déménagé en fait éventuellement pour le poste au Danemark, donc pour travailler chez Unity. Et donc ouais, je pense qu'ils m'ont recontacté à la base parce qu'ils avaient déjà eu un contact avec moi parce que j'avais postulé dans le passé, mais que c'était pas forcément adapté peut-être pour un stage dans ce poste-là, mais c'était adapté pour ce poste-là. Ouais, mais puis j'avais fait quand même détecté un peu que tu avais potentiellement une appétence sur ce truc. Ouais, et bien évidemment, il fallait faire des présentations, etc. pendant les différentes étapes. Aussi la dernière étape, c'était sur place, donc aller au bureau de Unity à Copenhague et présenter. Tu dis, ouais, voilà. Et ça c'était assez long, donc à peu près 2 mois peut-être. Donc c'est ça qui était cool en fait, c'était de avoir aussi une chance en fait, de se dire ok, parce qu'au début je me dis c'est une grosse boîte, je viens de sortir d'école, est-ce que je vais pouvoir décrocher un poste? Et je me dis bon je vais faire mon mieux. Et après j'étais vraiment très contente d'être prise et même les gens avec qui j'ai travaillé éventuellement dans Unity, j'ai appris énormément et j'avais vraiment, c'était vraiment une équipe de rêve, on va dire. Trop cool. J'ai une dernière question pour toi. Amel, on a fait un tour de pas mal de choses. Est-ce que tu as une autre passion, à part le code et le développement? Si je dois choisir une, je dirais le tennis. Parce que j'aime beaucoup regarder le tennis et tous les grands chelems, les masters, voilà. En général, quand j'ai le temps pour regarder un tournoi, je vais pas hésiter. J'aime bien jouer aussi, même si bon, je joue pas forcément aussi bien que les joueurs qu'on voit à la télé, ça c'est sûr. Mais j'aime bien parce que je trouve, si je vais en général faire du sport, c'est bien, surtout quand on est en télétravail. Mais si je vais courir, je vais peut-être penser à autre chose en même temps quand je cours. Mais quand je fais du tennis, il faut vraiment se concentrer sur la balle, genre du début jusqu'à la fin. Donc je suis vraiment déconnectée mentalement, concentrée, voilà, sur un objectif. Ça fait travailler tout le corps, que ce soit les bras, les jambes, etc. Et puis mentalement aussi, il faut avoir un peu un côté, tactique entre guillemets. Donc je trouve que c'est un sport vraiment assez complet. Donc j'aime beaucoup regarder et jouer le tennis. Je pense que c'est un peu ça, une passion. De toute façon, c'est les sports. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi j'ai toujours ce truc avec la course qu'effectivement tu continues à penser parce que c'est des sports un peu d'endurance, tu vois, mécanique. Alors que les sports qui sont des jeux comme le tennis, c'est un jeu, donc tu te sers de ton cerveau pour le jeu. Tu peux pas t'en servir pour autre chose en même temps en général. Ouais. Et du coup, c'est qui tes favoris? Enfin, t'es fan de qui en tennis? Federer. Même s'il joue plus, c'est Federer forever. Federer, côté Federer, ok, ça marche. Et toi, du coup, est-ce que c'est Federer ou... Non, pas du tout. Moi, je suis Djokovic, moi. Ah. En général, les gens qui aiment Federer sont pas des grands fans de Djokovic. Un petit peu d'animosité. Non, moi, j'ai toujours eu des théories sur... parce qu'effectivement, Federer, tu sais, est toujours... dis-moi peut-être pourquoi t'es fan de Federer, pour voir si... Non, mais moi, le style de jeu, en fait, c'est comme on l'appelle le maestro. Roger Federer, vraiment le style de jeu, en fait, il joue vraiment très très bien. Il va chercher les balles partout, etc. Et techniquement, entre guillemets, il joue très très bien, mentalement. Peut-être pas à ses débuts. Je pense que en général, on voit tout le temps l'évolution des joueurs de tennis quand ils commencent à casser les raquettes. Et après, ils sont beaucoup plus stables, entre guillemets, voilà. Et non, mais même si mon préféré c'est Federer, j'aime bien aussi, je dirais Djokovic ou Nadal. Nadal d'ailleurs, il vient d'annoncer sa retraite malheureusement. Donc je suis triste, même si c'est pas mon joueur préféré, mais je me dis voilà, encore une fois on perd un des top 3, je dirais. Mais après bon, il y a aussi des nouveaux joueurs comme Sinner, etc. Mais voilà, moi particulièrement, Alcaraz aussi, oui. Ouais. Non, mais c'est clair.
Ouais, non, mais c'est ce que disent souvent les gens qui sont fans de Federer, c'est que c'est le joueur de tennis le plus élégant, c'est-à-dire que dans la technique et tout, c'est vrai que tu as Nadal qui est monstrueux aussi, et puis qui a été cette espèce de roi de la terre battue. Ouais. Et en fait, moi, ce qui fait que je suis plus fan de Djokovic, c'est la personnalité, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu toujours beaucoup de mal avec Federer et Nadal qui étaient toujours, tu sais, ils sont trop gentils l'un envers l'autre, tu vois, ils sont toujours en train de se dire c'est toi le meilleur, c'est moi le meilleur et tout. C'est ça. En fait, je trouvais que, tu vois, je trouve qu'ils cachent leur vrai caractère, parce que t'es champion de ce niveau-là, pour être à ce niveau-là, tu vois, t'es un mauvais perdant, c'est sûr. Tu détestes perdre, je veux dire, tu veux gagner, tu vois, et du coup, ils perdaient quasiment que l'un contre l'autre, tu vois, donc bon, voilà, c'était pas. Et du coup, alors que je trouvais que Djokovic était plus entier dans la façon dont il se montrait sur le terrain, tu vois. Je dis pas qu'il est parfait ou quoi que ce soit, mais c'est ça que j'appréciais moi plus que le niveau tennistique en fait. Bref, voilà, mais c'est très personnel comme. Non, mais je vois, mais surtout, enfin, j'ai l'impression que même si ils sont entre guillemets gentils Oui, ensemble, mais je veux dire sur terrain, j'ai l'impression qu'il y a quand même le côté compétition, même entre. Et c'est ça qui est cool aussi, le fait de pouvoir séparer entre guillemets la partie sur terrain et en dehors du terrain. Mais ouais, c'est en tout cas les trois sont justement un des meilleurs joueurs dans le monde, donc. Moi, rien que jouer des fois dans le club, on joue ensemble et je perds, je suis là énervée, je me dis, imagine, c'était dans un tournoi, dans une finale de Grand Chelem, ça doit être un truc ouf. Genre mentalement, je pense que c'est vraiment Oui, il y a pas de doute que quel qu'il soit, là, les trois sont préparation mentale incroyable, et puis ils sont vraiment de ce point de vue-là. Moi, je vois encore maintenant quand je regarde Djokovic, tu sais, le nombre de tie-break qu'il gagne, en fait, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Juste, mentalement, c'est un truc, quoi. Ouais. Excellent. Écoute, on aura fini sur le tennis après avoir parlé de jeu pendant une heure. Écoute, merci beaucoup pour ça. C'était hyper intéressant. C'était la première fois que je parlais de jeux vidéo dans le podcast, tu vois, donc c'était cool. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin, Amel? Merci du coup de m'avoir invité, c'était vraiment cool aussi d'échanger avec toi. Et du coup, enfin, pour le domaine du jeu vidéo, moi j'ai l'impression, enfin, des fois les gens ils hésitent un peu pour commencer, ou ils savent pas trop par où on peut commencer. J'entends ça aussi des fois en fait des feedbacks quand je parle avec des gens. Et donc moi je peux dire en général peut-être la meilleure façon de le faire c'est commencer par une petite game jam. Au final t'as rien à perdre, c'est 24 heures, 48 heures où tu vas potentiellement rencontrer des gens qui sont un peu comme toi, peut-être hésitants à intégrer ce domaine ou passionnés par ce domaine-là. Ça te permet justement d'essayer quelque chose très 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 rapidement et voir si ça te plaît, si ça te plaît pas, etc. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à faire ce genre de. Il y en a beaucoup des game jams, c'est un truc. Alors, tu trouves ça? En général, des fois, on trouve ça que ce soit avec les écoles, ou bien il y a par exemple la Global Game Jam, qui est très très connue. C'est la plus grande, on va dire, Game Jam partout dans le monde, où les gens ils vont faire ça dans plusieurs pays différents, dans plusieurs endroits différents. Ah ouais, d'accord. Donc c'est fin janvier, début février, donc c'est tout le temps vers la même période tous les ans. Et c'est ça qui est cool, c'est que en général tu vas trouver, par exemple, si t'es à Paris ou n'importe quelle ville, tu vas trouver un petit groupe de personnes qui vont essayer de faire ça. Et tu peux les rejoindre. Donc sur le site, tu peux t'inscrire et les rejoindre. Okay. Et pour ceux qui habitent un peu loin, par exemple de ces game jams qui se déroulent physiquement, ils peuvent aussi participer avec des game jams virtuels. Surtout maintenant, après Covid, ils font ça de plus en plus. Donc tu peux aller sur Discord, t'es là sur un channel, tu parles avec des gens, tu les rencontres, vous brainstormez sur un jeu. Donc je pense que c'est vraiment l'occasion de tester des choses que tu n'aurais jamais eu l'occasion de tester tout seul. Et vu que vous êtes en groupe, ça va t'encourager à te motiver aussi de faire quelque chose. Et aussi connaître des gens et s'intégrer en fait un peu dans la communauté, que ce soit des développeurs Unity ou Unreal ou peu importe. Donc pour commencer, je pense que c'est un peu une des meilleures façons. Non, mais trop cool. Je mettrai un lien dans la description de l'épisode pour la Global Game Jam au moins. Ouais. Okay. Super. Bon, cool. Merci encore, Amel, pour tout ça. Et puis je te dis à bientôt. D'accord, merci beaucoup et à bientôt. Salut. Salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte,
tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.